Vous avez des micros. On va commencer. Merci tous les trois d'être présents ce matin. On va commencer avec vous, Stéphane. Est-ce que, puisque en préparant cette émission, enfin cette édition, pardon, qui est comme une émission, tout le monde n'avait pas en tête, notamment les contrats climat, les règles d'extinction. Il y en a qui m'ont dit, mais est-ce qu'on va éteindre dès qu'il fait nuit à 16h30 en hiver? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu toutes ces évolutions pour accompagner la transition écologique qui vous est demandée? Alors, c'est vrai qu'on a eu une période un peu tumultueuse, puisque dans le contexte de difficultés d'approvisionnement électrique, le gouvernement a fait de la publicité extérieure un symbole de la nécessaire sobriété. Mais de ce symbole, nous sommes devenus un peu bouc émissaire quand même, puisque nous avons tellement fait preuve de sollicitude de la part du gouvernement qu'on a eu 2 décrets. Alors, on a eu un premier décret qui concerne l'extinction nocturne, donc tous les soirs, en précisant que c'est 1h, 6h du matin. Et que ce n'est pas dès que la nuit tombe, ce n'est pas au crépuscule, c'est 1h, 6h du matin, alors qu'en réalité, il s'agit d'une extension de ce qui existait préalablement. Il y avait une dérogation pour les agglomérations de plus de 800 000. Il y en a 7 en France. Et donc, le décret étend l'extinction obligatoire 1h, 6h du matin à l'ensemble des agglomérations, mais où en réalité, les publicités étaient déjà éteintes la nuit, soit parce que le règlement local de publicité le prévoyait, soit parce que l'opérateur, sur une base volontaire, avait éteint les publicités. Alors, on a eu un deuxième décret. On est très flatté d'attirer à ce point l'attention du gouvernement, qui concerne cette fois une extinction d'urgence en cas de risque sur l'approvisionnement électrique. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que nous, dès juin, on avait commencé, au sein de notre commission RSE, à travailler sur un plan de sobriété, sur une base volontaire, prenant au mot le gouvernement qui avait dit on va privilégier la concertation sur la contrainte. Bon, il y a un article de loi qui est voté le soir, un décret, et bien entendu, on l'a dit tout à l'heure, on va se mettre en conformité avec cet article de loi et ce décret, même qui est malheureusement extrêmement mal rédigé, donc qui n'est pas simple d'application, mais on va le faire. Alors que bon, tout ça, toute cette agitation, pour ne pas dire gesticulation, alors que la publicité extérieure représente 0,02% de la consommation électrique. Donc il va de soi qu'on ne va pas régler les difficultés éventuelles d'approvisionnement électrique uniquement en coupant les panneaux publicitaires, que par ailleurs nous étions prêts à faire sur une base volontaire. Alors, par ailleurs, plus largement, puisque effectivement le débat sobriété énergétique s'est invité dans le débat qui prévalait antérieurement sur la sobriété carbone ou la trajectoire de réduction des émissions de CO2. De ce point de vue-là, ça a été dit tout à l'heure, nous sommes quand même le secteur, pas seulement des médias, mais le secteur économique, je crois, qui s'est le plus engagé en matière de transition écologique. Nous avons arrêté, rendu public une trajectoire carbone de réduction des émissions de CO2, laquelle trajectoire carbone est consignée dans un contrat que nous avons signé avec le ministère de l'Environnement sous le contrôle des pouvoirs publics. C'est-à-dire chaque année, il y aura, enfin, à partir de juin 2023, un rapport rendu sur la réalisation des contrats climat que nous avons, nous, signés sur une base volontaire. On n'était pas obligé de le faire. Donc, une vraie trajectoire de baisse des émissions de CO2 sous le contrôle des pouvoirs publics. Nous avons également mis en ligne, au début d'année, un calculateur d'empreinte carbone qui permet à tout le monde, et vous, c'est disponible sur Internet. Alors c'est ADOC, c'est ça? Ça se prononce ADOC, mais il y a OOH dedans. ADOC, et qui permet, en toute transparence et accessible à tous, de mesurer l'empreinte carbone d'une campagne en publicité extérieure. Je vais tout de suite m'adresser à Sophie Rosen. Dernier point, vas-y. Dernier point. Nous avons également rendu public très récemment notre
propre plan de sobriété dont la vocation est de diminuer, comme le souhaite le gouvernement, de 10% nos consommations énergétiques à horizon de 2 ans. C'est, bon, honnêtement, c'est pas mal quand même, hein, c'est beaucoup. Encore une fois, je vois peu de secteurs économiques qui en ont fait autant. On va demander justement à Sophie Rosen, puisque vous, à l'Union des marques, vous voyez tous les supports, tous les médias, et tous les supports, tous les médias viennent avec leur calculatrice carbone. Alors comment vous évaluez ça? Comment vous harmonisez tout ça? Alors déjà, on peut se réjouir que tout le monde vienne avec ses calculateurs carbone parce que c'est quand même récent et on voit effectivement que l'ensemble des médias, l'ensemble de toute la chaîne, parce qu'on parle aussi de la production, parce qu'on n'a pas que la partie diffusion, mais on voit que toute la chaîne de valeur se mobilise pour atteindre des trajectoires, se mettre dans des trajectoires de réduction. Alors effectivement, le sujet, c'est qu'il faut que ces calculateurs puissent s'articuler, qu'on n'ait pas de recouvrement, qu'on n'ait pas de gap, qu'on puisse calculer l'empreinte d'une campagne plurimédia en étant en toute confiance, en ayant les mêmes périmètres, les mêmes facteurs d'émission, voilà, que tout soit, on en parlait tout à l'heure, scientifiquement basé et solide et robuste. Et puis aussi que quand on change d'outil, on n'ait pas de problème de trajectoire. Parce qu'on a décidé une trajectoire, si on change d'outil mais qu'on n'est pas sur les mêmes bases, on aura un sujet. Donc tout le travail que l'on fait actuellement à l'Union des marques, mais aussi avec l'interprofession, et d'ailleurs, grand merci Stéphane de participer à ce projet, c'est de créer un référentiel, mais qui se base, encore une fois, sur les référentiels existants et qui sont des bons référentiels, pour pouvoir permettre aux annonceurs de calculer l'empreinte carbone de leur campagne de communication plurimédia, et donc au niveau France, bien sûr, mais aussi au niveau international. Parce qu'on voit aussi des initiatives qui sont super intéressantes, comme AdNet Zero, par exemple, qui aujourd'hui existe au UK, qui se lance aux États-Unis. Il va falloir aussi que les annonceurs puissent comparer l'empreinte carbone de leur campagne en France et dans les autres pays sur les mêmes bases. Donc là, on est vraiment dans un travail d'articulation de tous ces sujets pour arriver à un référentiel au premier trimestre 2023 qui sera naturellement disponible en open source parce que voilà, c'est le bien commun pour qu'on puisse tous avancer sur ces sujets. Alors, il y a aussi le contenu des campagnes. Irène Grenet, alors moi je conseille à tout le monde votre ouvrage qui est sorti au printemps dernier, c'est ça? Qui s'appelle donc La publicité dans un monde nouveau aux éditions Odile Jacob. Et vous parlez, alors ce qui est très intéressant, c'est que vous faites un panorama aussi, non seulement du mouvement anti-publicité, mais aussi voilà, de ce que la publicité doit faire pour éviter, j'allais dire, le greenwashing. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur... Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Merci beaucoup. Et venant d'un média qui est plutôt celui de la télé, j'ai appris beaucoup de choses ce matin, donc je suis ravie. Oui, non, je parle beaucoup de l'antipub. Juste peut-être pour réagir à ce que disait Sophie à l'instant, d'une vie antérieure, je me souviens très très bien de ces problématiques de calculette carbone et d'absence de référentiel. Et je trouve que ça a été très bien dit ce matin, cette espèce de course à l'échalote où finalement chaque média et même chaque régie, je ne sais pas si c'est le cas aussi dans l'affichage, mais chaque régie arrive avec son propre référentiel. Il y a un vrai problème de fond et je pense que là, on a un besoin de régulation, on a un besoin de normes. Il y a énormément, enfin, il y a un peu plus dans le micro. Il y a plusieurs types de référentiels, mais un référentiel, pour le coup, assumé. Là, on est vraiment à la décharge des pouvoirs publics. C'est quelque chose qui est en train d'être maturé. Ce sont des sujets extraordinairement difficiles, mais il y a un besoin pour la crédibilité. Alors, pour revenir un instant sur ces sujets passionnants, je trouve que, à la fois de l'utilité publique et de la critique, je trouve que, en fait, c'est assez intéressant. En vous écoutant ce matin, je me suis dit que l'utilité, après je reviens à l'antipub, mais l'utilité, en fait, finalement, elle se fait à plusieurs niveaux pour l'affichage et pour la pub. Il y a un premier niveau qui est très intéressant, que j'ai découvert en tout cas, qui a été très bien exprimé, c'est ce que vous disiez sur le financement.
le financement finalement du mobilier urbain, dans les transports. Ça, c'est un élément totalement essentiel. Ça, c'est très intéressant. Il y a un deuxième niveau qui, aujourd'hui, et c'est tout l'enjeu de la sobriété, qui est nouveau, je suis d'accord avec Stéphane, c'est relativement nouveau, mais ça refait surgir des éléments un peu plus anciens. C'est finalement tout ce qui fait que la publicité est aussi une industrie, et une industrie de production. Et donc, dans la production, on essaie de produire en gaspillant moins de ressources, de manière moins énergivore, en respectant les salariés, les collaborateurs, etc. Donc ça, c'est la deuxième forme d'utilité. Elle n'est pas propre à la publicité, mais évidemment, il y a une réflexion. Et je trouve, pour venir moi-même d'une vie antérieure de la pub et l'observer un petit peu, que la publicité est très mature. Enfin, l'industrie de la publicité est très mature de ce point de vue-là. J'en parle beaucoup dans mon livre. Je pense que la publicité a toujours beaucoup réfléchi sur elle-même, qu'elle est voilà, il y a une justification elle doit justifier son existence plus que d'autres industries. Ça, voilà, et c'est très intéressant de le voir historiquement. Et il y a un troisième point, et juste que je trouve très 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 important dans l'utilité publique, ça a été dit aussi, mais c'est que vous délivrez des messages. Donc il y a plusieurs types de messages. Il y a les messages personnels, c'était magnifique ce matin, évidemment, les messages gracieux, les messages les fondations, enfin voilà. Mais il y a aussi la façon, vous êtes un support créatif. Et ça, quand on est arrivé un peu comme moi par hasard dans cet univers de la publicité, et qu'on a été mis en contact avec des vrais créatifs, il ne faut pas l'oublier. Bon, vous êtes des régies, moi je l'ai été aussi côté régie, mais ce que je veux dire par là, et ça a été un peu évoqué ce matin, c'est que la vraie utilité publique aussi, c'est de donner envie, c'est de faire capter des désirs. Alors, bien sûr, on va dire greenwashing, bien sûr, on va dire... Bon, la pub n'a pas à se mêler, c'est du cynisme, c'est le capitalisme le plus cynique qui s'approprie des sujets, peut-être, mais n'empêche que si on donne une image un peu joyeuse de tous ces sujets de transition environnementale qui sont extrêmement anxiogènes, je pense que c'est une utilité publique. Voilà. Justement, je ne sais pas si mon micro marche. Ouais. Pardon. Oui, ce que je voulais dire, Sophie Rosen, c'est justement ce que dit Irène Grenet me paraît très intéressant, c'est qu'à partir du moment où on est dans un changement qui est radical, l'adhésion, on ne peut pas forcer les gens au changement radical, il faut les emmener avec eux. Alors la publicité peut aussi aider à ça, à créer de nouveaux imaginaires pour peut-être pas forcément, enfin en tout cas consommer mieux. Consommer moins, ça je ne sais pas, mais en tout cas consommer différemment. Donc comment vous travaillez à ça à l'Union des marques ? Alors effectivement, je rejoins forcément totalement ce que dit Irène par rapport à ce sujet de comment la publicité peut, et la communication en général d'ailleurs, pas que la publicité, et puis tout notre environnement culturel peut nous emmener vers des nouveaux imaginaires, vers des nouvelles habitudes, peut ancrer des nouvelles habitudes. De toute façon, c'est ce que l'on fait quand on fait de la publicité. On veut créer un désir, on veut susciter une action. Et donc, dans ces actions que l'on veut susciter, on peut aussi emmener le consommateur à consommer mieux, à faire des justes choix. Et ça peut être en travaillant ses messages, en travaillant ses décors. Alors, ça paraît des exemples, quand on les donne, qui peuvent prêter à sourire, qui peuvent être anecdotiques. Mais on peut voir, par exemple, actuellement, alors là, c'est un exemple réseaux sociaux, pardon, qui me vient en tête, mais on peut voir une personne en train de déballer un calendrier de l'Avent sur les posts sponsorisés de Yves Rocher. Et cette personne est en pull. Donc tout simplement, ça veut dire qu'elle chauffe correctement son intérieur et elle est habillée en cohérence avec la saisonnalité qui est le moment où on va utiliser son calendrier de l'Avent. On peut avoir aussi des exemples dans des cuisines où on va mettre en avant du vrac, où on va mettre en avant des produits bruts. On va voir aussi de plus en plus, alors ça m'amuse beaucoup, énormément de publicités où les protagonistes sont à vélo. Alors là, je lance un appel parce que je ne trouve pas de publicité où les protagonistes prennent les transports en commun, à part pour la RATP ou la SNCF, évidemment. Mais voilà, on voit beaucoup de vélos et c'est vrai que il y a un rapport qui est sorti il y a quelques mois de l'ADEME qui est très très intéressant sur la force du récit positif et comment en fait les récits anxiogènes vont nous bloquer,
nous empêcher d'agir, et comment la force de l'habitude, du récit positif, va au contraire amener les personnes finalement à y voir une sorte de nouvelle normalité. Et donc petit à petit s'habituer à ces nouveaux comportements et les intégrer. Et je pense que c'est là aussi toute la force que peuvent avoir les annonceurs et comment aussi ils peuvent accompagner cette transition. Irène Grenet, c'est ce que vous dites aussi dans votre livre sur réenchanter la publicité pour une publicité plus responsable. Oui, tout à fait. Non, mais je pense que je crois que Stéphane, tu as été comme moi confronté au débat de la Convention climat. Ça remonte à un petit moment. Et je me souviens très bien qu'il y avait une question qui se posait. Enfin, les citoyens voulaient donc multiplier les mentions légales. On est les champions du monde en France des mentions légales. Et ils voulaient notamment ajouter la mention « Avez-vous vraiment besoin du produit présenté ?» Bon, c'est pas passé, mais c'était un débat. Moi, je trouve ça personnellement tétanisant. Je suis consommateur, je trouve ça vraiment presque contre-productif. À l'inverse, vraiment jouer ce que vous disiez, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que instaurer une nouvelle normalité, jouer sur le désir, c'est ça la publicité. Et je pense que c'est, encore une fois, on n'est pas forcément ici devant des créatifs, des gens qui font la publicité, mais moi je suis sensible au fait que les publicités ne deviennent pas trop informatives, elles ne deviennent pas trop sérieuses. La publicité, son rôle, c'est de faire rêver, c'est de donner du désir. Voilà. Et c'est un point très important. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, il ne faut pas mettre des PowerPoint en affichage. On est obligé de finir, mais je ne laisserai pas partir Irène Grenet avant de lui avoir posé une dernière question. C'est que j'ai entendu Jean-Luc Chétrit expliquer qu'il voulait travailler à calculer l'efficacité des communications RSE. Alors, où est-ce que vous en êtes à l'Union des marques? Alors du coup, c'est effectivement plus pour moi cette question-là. Donc on travaille... C'est Sophie Rosen, excusez-moi. Pas de souci. Mais si, Irène, je prends aussi. Vis ma vie. Où nous en sommes? Le terrain est en cours, donc je ne peux pas en dire grand-chose. On travaille avec Kantar et 366 sur ce sujet. Le terrain est actuellement en cours. On aura les premiers résultats de ce baromètre en décembre. À mon avis, on peut compter sur une communication plutôt courant janvier. L'idée, c'est vraiment d'aller regarder est-ce qu'une communication RSE est plus efficace, quelle est son efficacité, comment elle fonctionne, et à la fois sur des aspects environnementaux et sociaux, parce que je suis aussi une grande fervente, mais comme je l'ai entendu à la table ronde précédente, l'environnemental, c'est indispensable, bien sûr, mais le social aussi, et on ne peut pas faire marcher l'un sans l'autre. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller regarder ces deux sujets, et j'espère vous revenir vite en janvier. Alors commencez d'abord avec la presse, mais peut-être avec la communication extérieure plus tard. Plus tard, c'est l'ambition. L'ambition sera d'aller couvrir évidemment les différents volets. Et vous viendrez peut-être la présenter lors de la 6e édition d'OH Trends. Nous, on est prêts. On va devoir clôturer cette table ronde. Merci en tout cas, c'était très intéressant, passionnant. Voilà, on rappelle peut-être le livre d'Irène Grenet à lire. La publicité dans le monde nouveau par Irène Grenet. Merci. Merci à tous.